l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal, accompagné de Hugues Gonneau qui est revenu cette semaine. Le retour, la revanche. Pour la saison. Salut Hugues, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. On va faire le tour des actualités comme on fait d'habitude au début. Puis ensuite de ça, on va recevoir en entrevue Danny Babu Bernier, vous le connaissez, animateur, coureur automobile, tripeux de char, qui va venir nous parler de qu'est-ce qui se passe à Saint-Pied-de-Bagotte avec Saner, parce que ça brasse un petit peu de ce côté-là. Pour la survie un peu de la piste, mais on va laisser Babu en parler tantôt. Puis ensuite, tu vas nous faire une chronique de voitures anciennes qu'on a grandement besoin parce que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas entendu. Ben oui. Parfait. Sans plus tarder, pour commencer, je vous donne un petit avant-goût du teaser, comme on dit en Guide français. de l'auto 2027. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé sur notre site cette semaine. On a dévoilé la couverture du Guide de l'auto 2027 avec la Toyota GR GT qui est mise en vedette sur la couverture avec le circuit Gilles Villeneuve, évidemment, et tout un vert qu'on a choisi cette année, quelque chose qui va détonner dans les étalages des librairies. D'ailleurs, le livre va arriver en librairie la semaine prochaine, quelque part la semaine prochaine. Mais on va en parler la semaine prochaine. Absolument. Parce qu'on va recevoir tout le monde ou une bonne partie de l'équipe qui a participé à la production du livre 2027, encore une fois, qui est rempli de dossiers. Mais on va s'en garder pour la semaine prochaine. Pour commencer cette semaine, j'aimerais parler du possible retour de la berline américaine. Parce qu'on parle autre chose que de VUS. Je vais choisir de parler de ça parce que justement, quand on parle de berline, quand on parle de familial, quand on parle d'autres choses de VUS, je veux pas enlever rien aux utilitaires parce qu'ils jouent quand même leur rôle dans le monde automobile, surtout en Amérique du Nord. Mais quand on entend parler de peut-être d'un retour ou de la création de nouvelles berlines, puis là, les rumeurs s'intensifient sur la Mustang et la Camaro. Mais pas juste Mustang et Camaro. Mustang et Camaro, 4 portes. 4 portes, tu sais. Écoute, sacrilège pour certains, peut-être, quand on a parlé de la Mustang électrique. Ils en ont vendu quand même pas pire. La Charger, elle est là. Exactement. En 4 portes, elle est belle comme tout. Donc, ça prend des rivaux à la Charger. Il y a ça, puis je dirais, ça participe déjà à un mouvement de balancier qui fait qu'à un moment, ce qui s'était passé avec les VUS, c'est que quand c'était nouveau, tout le monde roulait en berline. À un moment, on a voulu passer au VUS. Maintenant, tout le monde roule en VUS. On a peut-être le goût de repasser un petit peu aux berlines. Donc, c'est le retour de balancier. Et c'est vrai que la Charger 4 portes a montré qu'on pouvait faire une voiture sportive, réussie, avec un petit côté nostalgique, tout en restant très très moderne dans son approche. Donc pourquoi la concurrence ne réagirait pas? Moi, je pense pas que ça soit un affront au nom Mustang ou Camaro. Ça permet de les faire vivre, justement. Absolument, parce que du côté de la Mustang, on dit que, selon Automotive News, que des concessionnaires auraient vu un espèce de concept de cette berline-là Mustang. On sait que le nom Mark IV a été breveté, donc peut-être que ça pourrait possiblement porter ce nom-là. Les autres informations, c'est possiblement un moteur hybride, possiblement un moteur V8. Qu'est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle? On verra. Ça, c'est clair que pour le moment, on a très très peu d'informations. On n'a même pas la certitude que ces voitures-là vont être lancées. Mais le marché semble tranquillement se diriger vers ça. On a déjà discuté dans l'émission à plusieurs reprises du retour des familiales. Oui. Donc, il y a un petit changement dans le marché. Il y a quelque chose qui frissonne. Et je pense que ça serait assez intelligent de la part de Ford et de GM de faire ce move. Du côté de la Camaro, on l'avait retiré. Et là, ça, justement, tu as dit
revivre. Ça permettrait à la Camaro de Bien revivre. sûr. On a moins encore moins de viande du côté de la Camaro. Elle remplacerait la berline. En fait, la berline remplacerait la 2 portes, essentiellement, et puis pourrait être possiblement montée sur la plateforme là, Alpha 2 de la nouvelle CT5 qui arriverait avec une motorisation. C'est d'autant plus plausible que GM a besoin de véhicules et de produire des véhicules pour amortir le développement de cette plateforme qui n'est pas utilisée sur bon nombre de voitures. Écoute, la CT5, là, c'est un véhicule extraordinaire, mais est-ce que ça a été des volumes extraordinaires? Non. Donc, relancer une berline chez Chevrolet, c'est tout sauf absurde. Ouais. Et puis, il faut que ça soit copié et partagé à travers le portfolio. Il faut comprendre que quand GM développait des plateformes, avant, ils pouvaient les répartir sur beaucoup de pays, dans beaucoup de marques, y compris l'Australie. Ouais. C'est fini tout ça. C'est vrai, ben oui. C'est fini tout ça. Donc maintenant, ils ont intérêt quand même ils ont moins de marques, moins de volume, moins de présence à travers le monde. Quand ils développent une plateforme, ils ont intérêt à l'utiliser le plus possible, dans le plus de marques et dans le plus d'applications possibles. D'un simple point de vue financier pour eux. Donc là, ça serait un win-win pour faire renaître la Camaro et amortir leur coût de développement. Ça sent le badge engineering, comme on dit. Ouais, alors, c'est un mot qui a une mauvaise connotation mais il faut voir quand même qu'en termes de design, GM a fait d'énormes progrès dans les dernières années. Ils sont capables maintenant de sortir des véhicules sur des plateformes identiques avec des identités bien spécifiques, que ce soit tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On est loin des années 80 où on avait de la misère à distinguer. Je me souviens, il y avait une couverture d'un magazine qui disait on peut même plus distinguer les voitures. On voyait 4 A-body différentes de 4 marques différentes et bien malin qui pouvait dire quelle voiture appartenait à telle marque. Aujourd'hui, GM, on est très très loin de ça. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les planches de bord sont différentes. Ils ont vraiment maintenant réussi à créer des identités fortes pour chaque marque. Donc, ce genre de badge engineering, j'ai pas de problème avec ça. C'est fort intéressant. Toujours du côté américain, on a des nouvelles de la Charger. On a parlé de la Charger tantôt, mais en fait, on veut décliner le plus possible la nouvelle Charger parce que justement, bon, j'ai pas des chiffres, là, mais les ventes, ça démarre tranquillement. Il y a un peu de lag pour utiliser le terme de mécanique du turbo dans les ventes de la Charger à essence. Les ventes de la Charger électrique, oubliez ça, là, mais celles de la Charger à essence. Donc, c'est pas surprenant avec le fait qu'on a réanimé la division SRT, qu'on commence à décliner le plus possible et d'exploiter le moteur Hurricane. Dodge revient à ce qu'ils savent faire le mieux, c'est de l'outrance. Et non, mais c'est dans le bon sens du terme. Ils savent faire ce genre de voiture-là. Ils ont réussi à faire durer les Chargers, qui étaient quand même techniquement plus dans le coup pendant plusieurs années, grâce à des éditions limitées, des séries spéciales, des moteurs plus poussés, etc. Et on revient un peu à cette même recette. Et là encore, ça a de la gueule. La Super B, on ramène ce nom-là, Super B, avec évidemment la Charger avec 2 et 4 portes, avec le moteur Hurricane 6 cylindres en ligne sous le capot, biturbo. Essentiellement, la Super B embarque 2 turbocompresseurs un peu plus gros. On parle de turbocompresseur Garrett de 58 mm à la place de 54 mm sur la voiture d'origine. Évidemment, il y a une reprogrammation du système d'injection, il y a un meilleur refroidissement et il y a des chevaux en plus. Évidemment, 600 chevaux. Le couple demeure le même à 531 livres-pieds. Et les couleurs, Hugues. Tu te rappelles, dans les années 70, quand mon père a sorti les High Impact Colors. On est là avec ça. Et puis, moi, j'en ai une cette semaine, une Charger orange qui fait penser un peu une inspiration entre le Go Man Go de cette époque-là et le EMI, la couleur EMI, qui est une espèce de orange un petit peu plus foncé. C'est cool, ça fait détonner les véhicules, ça met de l'attention. En fait, ça amène de l'attention sur la marque et ses véhicules-là. Absolument. Et pour utiliser le mot outrance, ça va avec le caractère de ces véhicules-là. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. On a vu que
Les véhicules électriques, c'était pas encore ça, mais là, voilà, là, ils sont on est en terrain connu et on en parle avec le sourire. Donc, quelque part, c'est réussi. Je me répète, on n'a pas fini de parler de tous les, je sais pas si toi, sur tous les communiqués de presse qu'on reçoit de Stellantis dans nos boîtes de réception, là, c'est tout ce qui arrive chez Stellantis. Ils vont faire un communiqué de presse avec. On vous en parle pas tout le temps de quand il y a une rainure qui s'est ajoutée sur un pneu, sur une voiture ou quoi que ce soit. Mais on travaille très, très, très fort justement pour amener on va décliner ces modèles-là. Évidemment, on n'a pas grand-chose comme nouveauté chez Stellantis, donc on doit travailler avec qu'est-ce qu'on a. Mais là encore, ils savent faire très bien. Ben oui. Puis en ramenant dans l'héritage, en allant piger dans l'énorme inventaire d'héritage qu'on a sur ces marques-là, notamment avec la Super B. Évidemment, il y a quelques technologies que j'ai pas mentionnées sur le véhicule, là, qu'on va retrouver des modes de conduite. On a un mode rear-wheel drive qu'on peut envoyer là, absolument toute la puissance aux roues arrière. Bon, évidemment, on a vu ça dans les vidéos de lancement ou de dévoilement de ces véhicules-là. Antoine était présent au dévoilement de la Super B, justement, puis c'était un festival de burn-out là, avec le véhicule. Je m'inquiète un petit peu pour les ventes et je m'inquiète un peu sur le fait que peut-être que les amateurs attendent le V8, attendent le MI pour ce véhicule-là. Personnellement, au début, le moteur Hurricane, j'étais pas sûr. Je l'ai essayé dans le Ram 1500 puis je me disais, la fiabilité, on en est où? À quoi penser de ce moteur-là? Mais jusqu'à maintenant, c'est un moteur qui est équilibré, qui est performant. Est-ce qu'il est plus efficace? Bon, on reviendra. Ouais. Mais les accélérations, la performance, l'efficacité côté performance de ce moteur-là est quand même impressionnant. Mais les amateurs semblent pas, à l'unanimité, là, à l'adopter, le moteur Hurricane. C'est parce qu'il y a deux mots qui sont choquants et rédhibitoires pour eux, 6 et cylindre. Et ça, pourquoi ils sont en ligne? Pourquoi il y en a juste 6 et ils sont en ligne? À quoi ça sert? Ça? Mais tu sais, quand on pense du côté d'ingénierie, Hugues, le 6 cylindres en ligne pour une voiture sportive, c'est très, très bien comparativement à un moteur MI là, qui est une englume. Là. Non, mais je veux dire, la Super B avec 600 chevaux prouve qu'on peut faire des trucs très très intéressants avec un 6 cylindres en ligne. Ouais. Mais voilà, le bruit, les vibrations, et puis voilà, quand on est dans un pays où le caractère nostalgique qui est pas nécessairement là non plus. Et puis je veux dire, tu dis V8, on pense tout de suite aux États-Unis. Je veux dire, partout à travers le monde, tu dis V8, c'est l'Amérique. Ouais. Même s'il y a d'autres pays qui en font. Ouais. Puis on n'a pas tendance à utiliser les pouces cubes quand on parle de 6 cylindres en ligne non plus. Hein? Non. On n'a pas tendance à utiliser ça. C'est moins tough, c'est moins... on va continuer à parler de ce moteur-là, justement, parce que on a dévoilé une technologie cette semaine, en fait la semaine dernière, ou cette semaine la semaine dernière. On parlait juste de cette nouvelle-là de la Super B, de lag ou de délai dans les turbocompresseurs. Et puis, on a profité du dévoilement de la Super B pour dévoiler un moteur Hurricane sous le capot d'un Jeep Grand Cherokee, en fait, qui adopte une technologie eBoost Air, qui est essentiellement un anti-lag pour ce moteur-là. Ceux qui savent pas qu'est-ce que le lag, c'est le délai dans l'accélération d'un moteur turbocompressé. C'est le temps de réponse des turbos pour bâtir la pression, voilà. Là, essentiellement, pour que les turbos bâtissent une pression adéquate et que on exploite pleinement les performances du moteur. Il y a plusieurs façons de faire des systèmes anti-lag. Moi, je me rappelle, en course, on garochait littéralement du carburant dans le côté chaud du turbocompresseur et on allumait ça pour que la turbine continue à tourner. Pas besoin de vous dire que c'est pas efficace côté consommation de carburant de cette manière-là. Et aussi pour ramener la machinerie à la maison parce que les turbines en prenaient pour leur lot en termes de dommages. Mais en sport motorisé, c'était efficace. Il y a aussi chez Porsche, on a littéralement conçu un turbocompresseur avec un moteur électrique intégré. Oui. C'est une technologie qui est très efficace, mais très dispendieuse du côté de chez Porsche. Alors, du côté de chez SRT, on a choisi quelque chose qui n'est pas très compliqué. C'est essentiellement un compresseur électrique qui n'a pas de lien entre les turbocompresseurs et lui-même, et puis qui utilise... En fait, qui est capable de mettre 10 PSI dans le collecteur d'admission en 0,65 secondes. C'est le temps
un peu, là, je vais utiliser un terme anglophone, primer le système, ou ben il faut bien que d'envoyer de l'air dans le moteur démarre à un moment, là. Dans le collecteur d'admission, jusqu'à temps que l'air qui arrive du turbocompresseur prenne sa pleine pression. Donc, c'est un compresseur qui fonctionne. En fait, c'est un concept, là, jusqu'à date, cette technologie-là, e-Boost Air. C'est un compresseur qui fonctionne sur un système de 48 volts. Fait que forcément, il y a une batterie en quelque part là-dedans. Il y a un système électrique là-dedans. On s'est pas avancé nécessairement sur qu'est-ce que ça allait être. C'est pas révolutionnaire comme technologie, mais ça peut fonctionner dans des véhicules comme justement la Charger avec le moteur Hurricane pour des courses d'accélération, pour avoir simplement plus d'accélération vive. Puis, qu'est-ce que j'aime justement, c'est que c'est pas une technologie qui est liée au turbocompresseur, c'est une technologie qui est à l'extérieur. Donc, si ça brise, ben essentiellement, on a un moteur Hurricane qui est encore fonctionnel. Là. On verra. Mais mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même encore du développement sur le moteur thermique, alors que ça faisait 10 ans qu'on nous annonçait que le moteur thermique était mort. Ouais. Donc, désolé, il est encore en vie, il se porte même pas trop mal. Il y a du développement et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à aller faire sur cette vieille technologie qui existe depuis quand même plus de 150 ans. Oui, exact. Donc, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches sur l'optimisation des flots d'air, etc. Ça va être très intéressant ce qui s'en vient. Je pense que Chrysler a très intérêt à continuer à développer ça. Ouais. Puis aussi, on s'étendra pas sur ce sujet-là, mais il y a aussi le développement de carburant synthétique qui avance en parallèle du perfectionnement du moteur à combustion interne. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher là? Probablement. C'est juste que si on conserve ces technologies-là, éventuellement, si on a un carburant synthétique qui est fait de manière durable, on va avoir des technologies pour l'exploiter. Mais parlant de pas exploiter le moteur thermique, Hugues, avec Jaguar... Bon, chez JLR, ça va bien du côté du Defender. En fait, Land Rover, les Defenders sortent comme des petits pains chauds des usines slovaques. Land Rover va très bien, merci. Land Rover, ça va bien, mais du côté de chez Jaguar, écoute, je lis des titres dans les journaux ou sur les médias sociaux de gens qui comprennent pas vraiment l'industrie automobile puis qui disent que chez Jaguar, les ventes ont baissé de 95%. Oui, on n'a pas de produits. Il y a rien. Il y a plus de voitures qui sont fabriquées. Fait que c'est normal. Tu peux dire 100%. Ça, c'était prévu, on le savait. On le savait. Il n'y a pas de surprise, là. Alors, c'est pas là le problème. On avait dévoilé une nouvelle image de marque qui n'a pas fait l'unanimité aussi, avec un concept qui était le 00. Là, je pense qu'on l'appelait 00. Dans ce temps-là, 00, type 00, merci. Et puis, on s'attendait à avoir quelque chose de chez Jaguar. On avait annoncé une berline à ce moment-là qui allait prendre les lignes de ce concept-là. On n'a pas vu la berline ou les lignes finales de la berline. Je sais qu'Antoine a été en Angleterre pour essentiellement découvrir un peu qu'est-ce que les premières spécifications techniques de ce véhicule-là, mais encore tout à fait camouflé. Et puis là, on commence l'effeuillage tranquille, graduel de la type 01. Ouais. En fait, qui va être la berline électrique, qui va être le premier produit chez Jaguar depuis belle lurette, on peut montrer les images de l'habitacle parce que c'est ça qu'on a Préparez-vous aujourd'hui. Voilà. C'est ça l'avenir du luxe. Écoute, je trouve que... C'est désespérant. Proprement désespérant. Si je voyais ça chez Volvo, chez Polestar, je serais comme, OK, c'est Volvo et Polestar. Oui. Mais quand je vois ça dans une marque ou dans un véhicule d'une marque anglaise qui est un peu... Attends, il faut rappeler qu'ils visent un tarif autour de 250 000 US, même si je ne m'abuse. Tu regardes ça, tu te dis, je vais payer 250 000 pour ça. Ouais. Ça n'a aucune âme, ça n'a rien, c'est vide, c'est stérile. Le mot qui me vient en tête, c'est stérile. J'ai vu des salles d'opération dans des hôpitaux plus excitantes que ça. Il y a rien, je veux dire, il y a pas d'âme. Et comme tu le dis, surtout dans un char anglais. Alors je veux bien croire que Jaguar ait dit à un moment, il faut quand même un peu casser l'ambiance années 50, 60, le bois, le cuir, le machin. Mais à ce point-là,
Tu sais, je trouve c'est une que catastrophe. Moi, j'aurais 250 000 à mettre là-dedans, mais je veux pas être vu là-dedans. C'est une pas vrai, opportunité ratée un peu, c'est ben une un peu, catastrophe. pas juste un peu, beaucoup, d'aller, tu sais, tu veux faire appel aux nostalgiques de la marque pour qu'ils dépensent 250 000 $. Par exemple, tu peux concevoir une planche de bar qui va puiser justement dans les commandes physiques. Tu sais, tu peux te permettre d'aller chercher quelque chose que tous les autres constructeurs vont bouder parce que bon, les écrans, c'est moins cher, c'est correct. Là, t'as la latitude de faire ça parce que tu charges la palette. Regarde. Tu pourrais aller chercher, par exemple, des chronographes, là, Mais tu sais, c'est exactement ce que j'allais dire. de l'instrumentation physique. Prends l'exemple de Bugatti. Les gens vont payer pour, puis tu le fais pas. Bugatti, quand tout le monde a mis des écrans, eux ont dit très bien. Nous, à la place, on va enlever les écrans, on va mettre des systèmes d'horlogerie avec des trucs d'une complexité mécanique incroyable. Et c'est beau, c'est vivant, il y a quelque chose de magnifique, ça parle à l'âme. Et ça dure dans le temps, c'est une pérennité, justement. Puis la qualité de construction de cette instrumentation est proprement délirante. Ouais. Et là, on a l'impression d'être face à un meuble Ikea, sans âme, avec des écrans bêtement posés sur une planche de bord. Ça donne pas l'impression, alors peut-être dans la réalité ça sera différent, mais ça donne pas l'impression qu'il y ait des matériaux nobles. Ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Ils ont pas réussi à les trouver. Alors moi, je veux bien croire qu'ils disent, nous, on veut aller chercher une nouvelle clientèle, soit. On veut faire quelque chose de différent, soit. Mais enfin, essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant que ça, parce que là, c'est vraiment... Parce que c'est essentiellement, c'est une planche de bar qu'on c'est un machin droit. Puis même, tu veux dire, on va pas chercher quelque chose de nouveau. Un gamin de 5 ans peut dessiner ça, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que justement, Antoine s'en va essayer le véhicule dans les prochaines semaines en Angleterre. Fait qu'on va voir exactement peut-être un pouls sur les performances du véhicule. Il se peut que le véhicule soit super beau à conduire parce que Jaguar, en termes de tenue de route et de châssis, ils ont quand même une belle connaissance. Mais encore une fois, moi, je suis millionnaire, je vois ça, je suis comme... Ouais. Si tu dis, je peux avoir ça dans n'importe quel VUS chinois à 20 000 $. C'est quoi l'idée, là? La nouvelle camionnette chez Ford. Ouais. Écoute, on en a parlé souvent ici de cette nouvelle camionnette-là qui se veut électrique et abordable. Chez Ford, Jim Farley a fait des présentations sur non seulement la camionnette, mais une nouvelle façon de l'assembler, etc. Et là, on a, le feuillage a commencé. On n'a pas de photos de cette camionnette-là pour vous. On sait qu'elle va ressembler à peu près, en termes de format, la Maverick, en termes de format. Et puis, la tarification, on a une idée aussi, mais on a un nom. Ouais. Fathom. Là, tu le dis bien, là, c'est en anglais, c'est Fathom. Ça va être Fathom. Ça va être bien pour les pays non anglophones. Ouais. Mais ici, quand on va être au guide de l'auto à signer, ça va être, moi, on va dire Fathom. Ça va, tu sais, ça va être. Mais même, c'est pas, c'est pas la première fois qu'on peut critiquer un nom parce qu'on a une langue qui non, c'est pas tant le problème dans un autre marché. Mais... C'est pas comme si Ford avait pas une gamme de noms historiques dans lesquels il pouvait aller besoin de le puiser, dire, ça, justement. Je veux dire, et le Maverick, c'est un bon exemple. Maverick, c'était au départ une voiture compacte, pas très très intéressante, mais non, il est cool. Mais il est cool. Ça allait, on le voit, ça marche, il en vend. Ça va bien avec le véhicule tel qu'on l'a maintenant. Ouais. Je veux dire, Ford, ils avaient quand même un peu de choix dans où aller puiser. Et ils ont essayé encore de faire un truc super fancy, super tendance, et je sais pas. Out of the box. Ouais. À l'extérieur de la caisse du pick-up. Le problème, c'est que dans la caisse, il y avait plein de trucs sympas. Donc, j'allais le dire. C'est pas grave. L'important, c'est que le produit soit réussi. Mais bon, ouais, c'est ça, exactement. C'est juste que pour le nom, justement, tu sais, on parlait de Dodge tantôt. On va allègrement puiser dans l'héritage de la marque avec des noms, justement pour aller chercher un peu l'effervescence. Maverick, c'était une très très bonne idée. Il y a des noms sympas à exhumer qui pourraient très bien coller à une petite camionnette électrique. Donc pourquoi aller chercher un truc bref. Le prix de la Ford Fathom. 42 690 $ au Canada lorsqu'il arrivera en 2027. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, par contre. Ça, c'est la partie de la nouvelle qu'on aime. Là, on a le temps de faire monter ce prix-là quelques fois jusque-là. Ça va être sans doute un modèle 2028, évidemment. Ça va être...
essentiellement, probablement la plus petite batterie, le véhicule d'entrée de gamme qui va avoir ça. Mais essentiellement, attendez-vous à avoir plus de matériel sur ce véhicule-là ou ce modèle-là dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que ça s'en vient. Là. Si on dévoile ça en 2027 comme modèle 2028, on va avoir une photo du feu arrière, une photo du haillon spécial, une photo de l'habitacle, évidemment. Du coin d'un écran. Ouais, fait que non, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui sur la Fathom. Non, mais l'important, c'est de dire ça s'en vient. Les Ford annoncent déjà des prix qui sont agressifs. Ça paraît assez intéressant sur le papier. Sur le prix, là, puis le prix canadien, tout ça. Vous avez mon attention. Ford. Parlant de pick-up, les rumeurs chez Volkswagen, un camionnette commercialisé en Amérique du Nord pour Volkswagen. C'est un rêve qu'on avait dans la compagnie depuis un bout de temps. On est équipé pour le faire. Ouais. Ce n'est pas encore arrivé, mais là, maintenant, il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus d'activités, il y a de plus en plus, on le croit, d'acheteurs potentiels pour ces camionnettes-là, parce que le marché nord-américain aura un petit peu moins de balises pour la conception de ces camionnettes-là. On a une empreinte manufacturière du côté de chez Volkswagen aux États-Unis, donc on peut essayer de garder un produit américain en Amérique. Là, j'aime plus ça dire nord-américain parce que l'Amérique du Nord, on sait plus c'est quoi côté commercial, là, avec qu'est-ce qui se passe avec la guerre tarifaire. Je nous inclus plus dans ce marché-là parce que justement... on va dire que c'est compliqué. C'est compliqué, mais on fait quand même partie de l'Amérique du Nord en termes de d'autres choses. Mais là, côté guerre commerciale, on sait pas comment qu'on va payer pour cette camionnette-là. Là, breaking news, quand elle va arriver. Mais pour... Volkswagen, c'est un marché qui est important. Et puis, le marché va être en pleine effervescence parce que, justement, chez les rivaux, il va y avoir d'autres camionnettes intermédiaires, on va l'appeler, parce que on a la Amarok du côté de chez Volkswagen qui est, si je ne me trompe pas, partagé avec Ford. Il y a un partage de technologie avec Ford. Alors, on peut peut-être profiter soit de ça ou soit du développement du côté de la Fathom, justement de peut-être d'une collaboration technique avec Ford là-dedans aux États-Unis. Mais Volkswagen a grandement besoin de rentrer de l'argent dans les coffres. Là, c'est une façon facile de le faire. Volkswagen traverse une crise historique. C'est fou pareil. Ils vont fermer des usines en Allemagne, ce qui n'est jamais arrivé. Ouais. Donc là, ils sont en train de développer une idée révolutionnaire, c'est peut-être de tenter de vendre des véhicules qui se vendent. Et en Amérique du Nord, ben oui, ça prend des pick-up, ça prend des camionnettes. C'est ça. Donc c'est payant. C'est payant. Ils ont la capacité industrielle, comme tu l'as dit. Ouais. Pourquoi ne pas le faire? Je pense qu'il y a quelques années, c'était très compliqué pour eux d'annoncer une camionnette après le Dieselgate et un virage électrique qui devait être radieux, beau, magnifique, etc. On a vu que ça s'est pas du tout passé comme ça, malheureusement. Maintenant, dans le contexte actuel, que Volkswagen lance une camionnette, ça s'est pas du tout passé comme ça en Amérique du Nord pour le moment. Qui lance une camionnette dans le contexte actuel, c'est quand même très pertinent. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire et voir l'ambition? Ça, on verra. Et aussi être capable de rivaliser avec toutes les belles choses qui vont arriver, parce que ce ne sont pas les seuls à avoir une empreinte manufacturière aux États-Unis, qui les positionne dans un avantage commercial. Donc, ça va être à voir. On va peut-être avoir une camionnette Volkswagen. Ça va mettre quelque chose dans les salles d'exposition Volkswagen aussi, parce que elles sont plates un peu à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis dans le pas grand-chose qui se passe, il y a le Atlas Cross Sport, qui est Cross Sport 2027. Énorme nouvelle. Énorme nouvelle. Écoute, petite mise à jour pour l'Atlas Cross Sport, un véhicule qui est important pour Volkswagen, mais qui manque de substance technique. Hein? Moi, je l'aime, je le trouve beau, je trouve ça cool qu'on l'ait modernisé un petit peu. C'est important chez nous de continuer à moderniser ces véhicules-là parce qu'ils sont des vaches à lait. Oui. Par contre, dans le segment où se trouve le Cross Sport, hybride, on le répète tout le temps, d'avoir de l'hybridation. Chez Volkswagen, ça n'arrive pas en fait du fait chez nous. Là, pas, en fait, encore une fois, c'est que du jour au lendemain, ils ont dû être, à cause du Dieselgate, plus vert que vert. Donc, l'avenir était 100% électrique. Il pouvait pas développer de modèle hybride. L'avenir allait être électrique. C'était comme ça. Voilà.
Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et oui, là, maintenant, ça prend des hybrides hier. Ouais, essentiellement, on garde le 2 litres turbo compressé qui gagne 13 chevaux. Alors, on a fait un ajustement à la programmation probablement pour aller chercher un petit edge de ce côté-là. On va avoir des nouvelles... vous l'avez vu, là, une nouvelle disposition un peu dans le tableau de bord avec de nouvelles textures. Essentiellement, on s'inspire beaucoup de l'Atlas, avec le véhicule à l'extérieur comme à l'extérieur. Quelque chose que je trouve pas laid du tout, là. L'Atlas, je l'ai déjà trouvé pire que ça parce que justement, quand on l'a lancé, c'était pas mal plastique comme utilitaire pour un Volkswagen, parce que Volkswagen, on a quand même une bonne réputation côté finition, côté texture, côté appréciation des boutons physiques. Alors, j'espère que, qu'est-ce qu'on voit? Chez Volkswagen, on a été chercher un petit peu un juste milieu avec les commandes physiques et les commandes numériques. Mais l'Atlas CrossSport, essentiellement, s'inspire de ce que le Volkswagen Atlas a fait. Puis, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de ce véhicule-là, parce qu'il n'y a pas grand changement. Alors, au retour, on va s'entretenir avec Danny Babu-Bernier pour ce qu'il y en est, en fait, de qu'est-ce qui se passe à Saner, du côté de Saint-Pied-de-Bagotte, une résolution du conseil de ville là, qui voudrait essentiellement mettre la main sur les terrains de la piste de Saner. Et puis, c'est pas la première fois qu'on entend cette histoire-là avec une piste ou un complexe de sport motorisé. On vous en parle après la pause.